Bien, merci Luc. Est-ce que vous voyez mon écran? Luc? Oui. Tout est bon, d'accord. Donc Luc, tu vas me servir aussi d'interlocuteur pour que je ne sois pas tout seul et puis qu'au bout de quelques dizaines de minutes que je dise pas il y a quelqu'un, tout ça, quoi. Et on va essayer de rendre un petit peu cette présentation vivante au maximum. Donc n'hésite pas à m'interrompre quand cela te semble opportun. Donc merci à Luge de m'inviter pour une petite présentation. Donc je travaille au CNRS sur Villeurbanne en tant qu'ingénieur en instrumentation. Voilà. Et puis il y a environ un an et demi, je me suis mis à Node-RED et je voulais vous faire partager parce que ça peut être un bon compagnon pour la bio. Alors, je vais vous présenter tout d'abord mon application modulaire de la Vue que j'ai faite avec Olivier. J'ai introduit ensuite Node-RED et enfin la mise en œuvre de la Vue avec Node-RED. Donc, petite introduction, plus pour montrer, vous parler de moi un tout petit peu, quoi, par rapport à ma sensibilité au niveau de la programmation. Donc, je travaille en tant qu'ingénieur dans une équipe de recherche, plus sur des process chimiques, donc un petit peu en transversal. Et mon travail, c'est de construire des bancs de test, environ avec une cinquantaine d'entrées-sorties, et des acquisitions relativement modérées, un échantillon par seconde, par exemple. Et lors de la mise en œuvre de la partie programmation, j'essaie de découpler un peu les tâches. Le contrôle-commande est assuré par la Vue. La sécurité avec des cartes autonomes web relais. J'effectue le monitoring et les alertes via Node-RED. Et l'objectif, c'est d'avoir le moins d'interventions possible et que le système puisse être facilement maintenu et que les utilisateurs puissent prendre part à modifier ce système et être autonomes. Donc, l'objectif, c'est de ne plus avoir rien à faire, en fait, en quelque sorte. Donc, l'application la Vue modulaire. Luc, tu es toujours là, hein? Bon, Mais bien sûr. tu me rassures. Je sais me taire des fois. Non, mais voilà, c'est des petits coups d'angoisse, quoi. Voilà. Donc, l'application modulaire, donc l'objectif étant d'utiliser la même application sur une vingtaine de bancs de tests différents. Donc, ils sont différents parce qu'ils n'ont pas les mêmes instruments. Donc, l'application, elle est basée sur le framework DQMH chez Delacor. Et puis, j'utilise aussi le Solution Explorer qui permet de réaliser les builds successifs. Les instruments sont encapsulés sous la forme de plugins et c'est géré via des démons. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait cette application avec Vovalab et Olivier. Je vais vous décrire maintenant l'architecture de cette application. Donc, tout en bas, on va voir les instruments. Donc, on peut avoir une trentaine d'instruments. Ensuite, au-dessus, il va y avoir l'interface, donc orientée objet, qui va faire le dynamic dispatch et récupérer les données sous la forme de data map. Au-dessus, il y a le daemon manager, qui a une API et qui va gérer les démons, enfin les clones des instruments. Et au-dessus, on va avoir l'application qui va gérer le démon avec son API. Donc le daemon manager, voilà, c'est la partie, le cœur de l'application. Je vais vous la décrire rapidement. Donc, comme vous le savez, pour la plupart, le DQMH représente le gros avantage d'avoir un testeur. Donc voilà, c'est pas l'interface de l'utilisateur final, mais c'est vraiment un testeur, quoi, où on va retrouver toutes les fonctionnalités de l'API du démon. Donc on a la possibilité de démarrer une instance d'instrument, d'afficher le panel, etc. Et surtout de configurer, quoi. On peut récupérer. Elle est très belle, cette IHM.
voulais que je magnifique. participe, tu vois, j'interviens C'est pour dire quelque parfait. chose de Nickel. constructif et intelligent. C'est vraiment une très belle IHM. Ouais, c'est nickel, quoi. Ça me Je fait pense que c'est penser à Olivier votre bureau. Jourdan qui l'a fait. J'osais pas le dire. C'est surtout Fabiola, ou je sais pas comment ça c'est, je sais pas si les trucs se mettent automatiquement, quoi, mais en tout cas, on va récupérer les dernières données, le statut, etc., quoi, et ça va permettre de tester les modules si tout se passe bien. Voilà. Donc au-dessus, enfin au même niveau que l'application, mais j'ai rendu cette application, communicante à l'aide de web services, avec une API REST. C'est intégré à LabVIEW, quoi, donc autant le faire. Donc comment on a fait ça? Il y a juste 3 petits VI qui vont récupérer les valeurs, certaines valeurs. Donc il y a l'instrument list qui va récupérer un tableau d'instruments, et ensuite à l'aide de ce tableau et de l'identifiant de l'instrument, on va pouvoir récupérer le statut ou les dernières valeurs. L'application, elle est relativement basique pour l'instant. Donc ça reste, je vais vous montrer ça, l'application, pouf. Donc on va voir les instruments qui vont se trouver sur la gauche avec un petit review. Des instruments qu'on va avoir la possibilité de reconfigurer, mettre des nouveaux instruments, etc., changer la fréquence, démarrer un nouvel instrument, pouf, etc. Et on va interagir avec cette application via les web services. Les web services, on va les avoir donc comme ici. Donc, par exemple, si je veux, donc là, je suis sur l'application, je ne suis pas sur l'exécutable, mais avoir l'interaction avec les web services va se faire avec une petite URL, quoi. D'accord? Donc, si je veux récupérer la liste de mes instruments ici, je vais pouvoir le faire via l'URL. Pouf. Donc là, si j'interroge, ben voilà, le web service, en fait, il est lancé. Ici, je vais récupérer ma liste des instruments, quoi. Si je rajoute un nouvel instrument, pouf, type d'instrument, mince, non, on va faire comme ça. Hop. Un template. Tac. Voilà. Et ben, ça va être automatiquement à jour. Si je fais un rafraîchissement, je vais avoir mon instrument coucou là, qui vient d'apparaître, quoi. Donc voilà pour l'interaction. Je vais revenir sur ma présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous voulez que je remonte des questions à Emmanuel. C'est très bien, c'est très clair. Ok, bon, merci. Je vais vous parler maintenant de Node-RED. Donc Node-RED va avoir, c'est un langage de programmation qui a été créé par IBM, et le code source est passé dans le côté open source, quoi. Et c'est un code source bas niveau et qui est événementiel, quoi. Ce qu'on va découvrir aujourd'hui, ça va être l'environnement de Node-RED, comment l'installer, quelques petites démos basiques et comment commencer à apprendre afin de gérer au mieux sa courbe d'apprentissage. Node-RED, donc on va y accéder via un navigateur sur un serveur, et on va gérer des données principalement sous la forme d'objets JSON. Généralement, une fois que c'est installé, on va accéder via le port 1880. Que je ne vais pas convaincre les personnes utilisatrices de LabVIEW. Évidemment, le fait que ça soit une programmation graphique, ça va être facile à déployer, maintenir et à débugger. Il faut savoir aussi qu'il y a un gestionnaire, un client Git qui est intégré. Donc c'est quand même sympa. Donc là, je vais vous montrer maintenant l'interface, l'environnement de Node-RED. Pouf. Voilà. Donc l'environnement. Sur le côté gauche,
on va avoir les nœuds, donc les nœuds les plus communs, quoi. Et on va avoir la possibilité de faire un drag and drop sur la partie centrale, qu'on peut dire que c'est le diagramme, quoi. Voilà. On va relier ces nœuds entre eux. Et lorsqu'on va actionner par exemple un timestamp et que sur le côté gauche, on a affiché la fenêtre de debug, en appuyant, on va voir le timestamp, c'est-à-dire l'heure actuelle, quoi. En haut, on va retrouver différents tabs ou onglets, quoi. Pouf, pouf. Lorsqu'on veut accéder à la configuration d'un nœud, on va faire un double clic. On va avoir la possibilité, par exemple ici, plutôt que d'un timestamp, on va pouvoir mettre du texte, quoi. Voilà. En haut à droite, on va avoir le nœud deploy, qui est une sorte de compilation du code. Même si ce n'est pas de la compilation, ça s'en rapproche, quoi. Et on a la possibilité aussi de très facilement d'importer des nœuds, quoi. Il y a déjà une librairie inclus, tout ça. Pouf. C'est similaire aux exemples de View. Pof, on peut facilement intégrer des nouveaux nœuds. D'accord ? Et on peut installer des nœuds également facilement, un peu comme le VI Package Manager, quoi. Par exemple, si je veux installer un nœud de PCUA ou de Modbus ou un truc comme ça, je vais pouvoir l'installer très facilement, quoi. Et par exemple, pour ceux qui font du Modbus. Ouais, bah Modbus, ouais, pouf, Modbus, le nœud Modbus, il est très très bien détaillé, quoi. Effectivement, il est très bien fait avec des librairies, etc. Il y a juste à cliquer sur Install, pof. On peut regarder si tout se passe bien en regardant le log, et puis on peut aussi, en cliquant sur le petit lien, avoir le lien web qui va décrire également le nœud Modbus de façon détaillée, quoi. Donc je vais revenir sur... Bon, évidemment... Voilà, on peut installer des nœuds, avec des interfaces dites industrielles, quoi. Après, pour une mise en production, il va falloir faire quand même quelques tests pour voir qu'il n'y a pas de souci, quoi. Une petite question là, pendant que je suis dessus, vu que tu me demandes de poser des questions. Supposons que le nœud Modbus n'existe pas. Est-ce que je suis capable de le créer et de l'importer dans l'interface? Alors, ça peut être créé, ouais, avec du JavaScript, du Node.js. C'est possible de créer ses propres nœuds, effectivement. Après, moi, j'en suis incapable. Mais c'est possible. Après, tu peux très bien envisager d'avoir une SS2I spécialisée dans JavaScript, dans Node-RED, qui puisse te développer tes propres nœuds. C'est possible, tout à fait. Je te remercie. Alors, on peut l'installer pratiquement sur tout, quoi. Il y a les produits, par exemple, Advantech, hein, où on peut y avoir des interfaces d'entrée-sortie, des routeurs, des PLC. On peut l'installer également dans un environnement local, sur une machine Linux, sur Docker, et également dans le cloud. On peut y avoir accès avec les différents services cloud, quoi. Par exemple, les services Fred permettent d'accéder à une instance accessible pendant 24 heures. Ça peut être sympa pour tester, quoi. Je vais vous parler de 3 types d'installations. Une avec Docker, une sur Raspberry et même une sur Android. Voilà. Sur Docker, le mieux, c'est ce qu'il y a de mieux pour installer sur Windows. C'est très facile. Il y a juste à télécharger Docker Desktop, redémarrer et copier-coller cette petite ligne de commande qui va permettre de lancer le conteneur. Docker Run en mode détaché, quoi.
Après, on a ici le port, donc le port de la machine et le port du conteneur, 1880. Le nom de l'image, la stratégie pour qu'elle puisse redémarrer de manière automatique, le volume qui est monté sur la machine hôte et en dernier lieu, le nom de l'image officielle de Node-RED. Voilà. Je pense qu'on est un petit peu limité en temps, mais je pourrais revenir pour faire un petit démo. Mais bon, voilà, il y a juste à copier-coller sur le. C'est très simple, quoi. De toute façon, Emmanuel, s'ils ont des questions sur l'installation, qu'ils les posent dans le chat et puis je te Ouais, les remonte. ça Voilà. marche. Au niveau de la Raspberry, ils ont fait un petit bash, quoi. Donc, il y a juste à copier-coller ce script, l'activer en tant que service pour que ça démarre automatiquement au démarrage. Et puis voilà, c'est très, très simple, quoi. Sur le téléphone Android, il y a un japonais qui a fait, qui s'est amusé à le mettre sous Android. Ça marche plutôt bien, il le maintient bien, il est très réactif, il va ajouter pas mal de fonctionnalités. On a accès également aux ressources du téléphone, aux divers capteurs, donc ça peut être aussi rigolo d'utiliser comme ça, quoi. Au niveau des échanges avec les forums, tout ça, quoi. Donc comme ça, les codes sources sont accessibles, donc il y a pas mal, une bonne communauté et beaucoup d'échanges. Et donc on y accède via l'adresse flow-node-red.org. Les nodes, c'est un peu comme le VI Package Manager. Et les flows qu'on peut récupérer, les copier et puis coller dans Node-RED, c'est un peu comme les snippets LabVIEW. Voilà, c'est très facile d'intégrer des nouveaux flows. Il faut juste tester un petit peu leur conformité par rapport, par exemple, à la réputation du codeur, pas intégrer n'importe quel code dans un code qui est voué à une mise en production, quoi. Il te reste 20 minutes. Très bien, parfait. Quelques flows, on peut s'amuser avec quelques flows, quoi. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le nœud inject permet de démarrer, démarrer le flow, quoi. Donc ici, avec un timestamp, mais on peut mettre du texte. On a la possibilité également de mettre des booléens, etc., quoi. À chaque fois que je modifie, il faut faire deploy, quoi. Voilà. J'ai la possibilité de déployer pour info tout le code, mais juste également les nœuds qui ont été modifiés. Ce qui va être intéressant ici, ça va être d'avoir une structure en JSON. Donc, par exemple, ici, mon payload qui est en fait le message principal qui va suivre dans les nœuds. Et ben là, ici, ça va être du JSON. J'ai un éditeur JSON, je peux rajouter facilement des nouveaux objets, etc. Et je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne le JSON. Pouf. Et ben voilà, j'ai mon objet JSON qui contient une banane, un item, 3 items et 3 oranges. Après, on a la possibilité de parser, c'est-à-dire récupérer certaines données. Par exemple, j'ai récupéré uniquement le message payload banane, quoi. Et bien, lorsque je vais le lancer, hop, et ben, ça montre qu'il n'y a qu'une seule banane. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, quoi. Donc là, c'est un petit peu la manipulation des données. L'autre nœud sur lequel je voulais m'arrêter, c'est également le côté endpoint, c'est-à-dire le point d'accès de Node-RED. Donc, c'est-à-dire on peut créer une API avec Node-RED. Ici, j'ai mis un nœud HTTP, un point d'accès. Sur l'URL, j'ai mis /hello. Derrière, j'ai une petite page web Hello World, voilà, par exemple. Et cette page web, si j'interroge mon Node-RED avec /hello, et ben, ça va afficher ma page web. Je peux avoir la possibilité de tester ma page web ici, qui va apparaître également ici. Et si je copie
et que je colle ma page web. Voilà. Donc là, on se rend compte que Node-RED est, je fais du teasing là, est facilement interopérable. Il y a juste à créer un petit nœud, etc., quoi. Voilà. Si on veut faire le parallèle aussi avec la view, certains vont me dire, une boucle, qu'est-ce que c'est sous Node-RED? Et ben ici, j'ai la possibilité de faire une boucle en répétant un intervalle régulier, par exemple toutes les 3 secondes, un message. Voilà. Et mon message ici random là qui va apparaître toutes les 3 secondes, quoi. Je peux te poser une question, Bien puisque tu sûr. fais la partie avec LabVIEW et Mhm. la célèbre version NXG qui fait du WebVI. Si tu voulais afficher une image Mhm. avec Node-RED, est-ce que tu peux? Bien sûr. J'imagine que tu vas me dire oui. Ouais. Après, dans les techno web, le problème qu'on a souvent quand on va afficher une image, c'est que l'image, elle est chargée dans le cache du navigateur et que même si on a une application web qui vient web service, vient écrire une image sur le disque, elle va pas être rafraîchie toute seule parce qu'elle est dans le cache. Est-ce que Yep. notre aide te permet facilement de résoudre ce problème? Ben, je pense que tu le vois, quoi, ici. Ici, j'utilise une image sous un format SVG, hein, et les valeurs vont être data bindées, écrasées sans souci, quoi. Pouf. Ça répond à ta question? Complètement. Parfait. Voilà. Voilà. Pour démarrer avec Node-RED, le site est extrêmement bien fait. On a la possibilité étape par étape de créer ses propres flows. Le cookbook est également le livre de recettes Node-RED est très très bien fait et très détaillé. Et puis également, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a des exemples comme le LabVIEW exemple, quoi. On peut y accéder aussi très très facilement. Alors, c'est Node-RED, on l'utilise pas seulement que pour l'IoT. Donc, ça permet aussi d'interfacer des programmes, créer une API avec les endpoints, quoi. Mais on peut aussi l'utiliser pour contrôler des instruments. On peut contrôler, faire des requêtes sur des bases de données, faire des sites web en intégrant aussi des modules très évolués tels que peuvent être Vue ou React et gérer très facilement cet aspect back-end sans avoir de programmation textuelle, quoi. Enfin, voilà, on peut gérer de façon et maintenir du code d'un petit site web. Emmanuel, j'en profite pour remonter une question de Brice qui demande quel est l'intérêt de fond dans l'utilisation de Node-RED. Est-ce de fournir une interface simplement configurable pour les utilisateurs? Ça peut être, c'est un peu la toolbox, quoi. C'est-à-dire que tu peux faire un petit peu ce que tu veux, quoi. Tu peux effectivement choisir de faire une interface configurable pour l'utilisateur, mais c'est pas celle que j'utiliserai. Je ferai plus avec Grafana qu'on va voir maintenant, enfin bientôt. Alors, LabVIEW, comme vous l'avez compris, je l'ai interfacé avec Node-RED avec une API REST. Donc, il y a Node-RED, mais pas seulement. Donc, je rappelle mes règles. Il faut que ça soit facile à maintenir. Il faut que ça soit modulaire pour éviter à recoder pour une nouvelle application. Et faire en sorte que l'utilisateur soit au maximum autonome. Éviter le texte quoi, dans le codage, quoi. Et il faut que ça puisse fonctionner en local et pousser un petit peu dans le cloud aussi, quoi. Donc Node-RED ici, j'utilise dans le scope du monitoring et des alertes. Je vais faire un petit retour sur quel est l'intérêt d'une interface web. L'interface web va être accessible par tout le monde sur le réseau local. Ça permet par exemple, de regarder les indicateurs, de récupérer les données et d'être alerté, quoi.
Donc l'interface est un petit peu voilà, broadcastée aux utilisateurs. Pourquoi des interfaces open source? Voilà, je pense que tu as fait ton introduction en parlant de NextG, quoi. C'est un service voilà, qui est un produit qui a arrêté de NI, mais bon, c'était pas le seul. Hein. Moi, je m'étais amusé un petit peu avec le data dashboard. Silverlight, je pense que Microsoft, il va pas trop le maintenir, quoi. Vous vous souvenez peut-être de Web UI Builder, mais bon, voilà. Actuellement, bon, il y a le module NXG Web, quoi, qui va passer probablement dans LabVIEW classique, et il y a le système Link, qui est relativement payant, quoi. Donc voilà, il y a un gros intérêt à passer sur de l'open source parce que il y a un découplage de l'application et on va arriver avec des outils très intéressants. Donc, ce qu'on a besoin en termes pour l'interface web, on a besoin d'intégrer évidemment les web services dans son application. On connaît le port de la machine, son adresse IP, et puis les différentes méthodes de son API. Donc, je vous ai parlé de Node-RED par rapport à l'interface de programmation, mais on va pouvoir, dans un environnement Docker, ajouter un petit peu du Mosquito, qui est un MQTT serveur pour le broadcasting des informations, Grafana pour l'aspect monitoring et récupérer les données, et InfluDB qui va envoyer les données, enfin qui va sauvegarder les données sur une base de données. Emmanuel, il reste 10 minutes. Il y a une Très petite conversation annexe qui s'est lancée là par rapport à la question initiale de Brice, qui en fait se posait des questions sur en fait par rapport à la présentation de Node-RED, l'intérêt exact en disant on peut faire tout ça dans d'autres langages, pourquoi exactement Node-RED? Alors certains ont répondu simple, gratuit, graphique. Exactement. D'autres, le niveau d'abstraction pour mettre en œuvre tout ça. Si je dis quand même que le but, c'est de faire des interfaces, pas des applications web, et qu'une application web, de coder l'HTML, le JavaScript, le CSS, c'est compliqué, et que grâce à ces logiciels-là, on place des nœuds graphiques, on fait des interactions via des flux, un peu comme sous LabVIEW, et qu'après, on va générer le code de l'application web, on aura de l'HTML, du CSS et des nœuds JavaScript totalement standards, et qui peuvent s'installer sur n'importe quel serveur web, je pense que enfin, c'est le but de ta présentation, on est d'accord? Tout à fait. En fait, on va pouvoir faire un petit peu, comme je disais, un petit peu ce qu'on veut, quoi. Effectivement, on va avoir des interfaces web. Moi, en ce qui concerne l'utilisateur, je vais faire en sorte qu'il fasse sa propre interface, sa propre UI avec Grafana. Donc là, on a vu avec LabVIEW que c'est très facile de rajouter des nouveaux instruments avec l'exécutable et le SREView. Et après, au niveau de l'exécutable, il va pouvoir lancer le Dockerfile et générer les conteneurs. Et il y aura juste à ce que l'utilisateur puisse modifier son interface web avec Grafana, quoi. Je vais vous montrer ça. Pouf, ce que ça donne. Donc là, l'interface Node-RED. Déjà, lui Node-RED, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des petites jauges, des petits graphiques. On peut faire en sorte de mettre en place une météo, par exemple, voir si les services tournent bien, etc., quoi. Ça peut être assez pratique. On peut faire du data bind et puis changer avec le format SVG qui est plutôt sympa. On peut mettre des liens web. Donc là, j'ai mis un lien vers Grafana. Et je vais ici avoir la possibilité de récupérer les données qui vont être générées par mon application LabVIEW sur Grafana. Donc avec Grafana, on peut vraiment faire ce que l'on veut en termes de visualisation des données. Donc ici, j'ai mis un petit graphique. On peut changer également, on peut récupérer la base de données de façon très très facile, très très graphique, quoi.
On a la possibilité aussi de créer des diagrammes qui vont être modifiables extrêmement facilement, quoi, avec des petits liens web. On peut très bien envisager, voilà, faire son petit diagramme avec des petits liens web. Et puis on peut envisager, pour ceux qui font du SCADA, d'avoir un PID derrière, quoi, diagramme des fluides, et puis faire du data mine de valeur, c'est-à-dire faire en sorte que la valeur soit mise à jour, soit récupérée de la base de données pour son affichage, quoi. Donc l'utilisateur, il peut avoir un compte spécifique personnel sur Grafana et il va avoir la possibilité, en récupérant les informations de la base de données InfluDB, de pouvoir faire sa propre interface et également de récupérer les valeurs. C'est très facile pour récupérer les valeurs. Il y a juste à... Hop, voilà. Tac. On peut même partager aussi sur les valeurs, des liens très très facilement. On peut faire des snapshots, le publier également sur le web. Vraiment, on peut vraiment tout faire, quoi. Par exemple ici, ce snapshot, j'ai publié sur le web, quoi, donc un service web, et les personnes peuvent y avoir accès sans souci, quoi. Dans les perspectives, donc je compte intégrer le MQTT, le broker pour la transmission de données à terme. J'aimerais aussi créer une petite page web au niveau de la view pour mettre un petit peu plus de documentation par rapport aux différents services web. Et puis voilà, j'aimerais améliorer aussi et standardiser mon code Node-RED et l'intégration aussi dans Grafana pour que ça soit le plus simple possible pour le déploiement. Un grand merci tout d'abord à Olivier de Vovalab pour m'avoir accompagné dans cette application. À Mesulog également avec Maxime et puis Luc. Et puis enfin au groupe Luge. Voilà. Merci à tous. Merci Emmanuel. Alors, il y a des questions qui arrivent dans le chat. Alors une sur Grafana, c'était. Alors Brice applaudit. Tu m'applaudis, j'imagine Brice, c'est gentil. Non, j'imagine que c'est pour toi Emmanuel. Alors Grafana, une question sur Grafana. Est-ce que Grafana fait de l'historisation de données? Les données, en fait, elles vont être stockées sur la base de données. Et Grafana il va récupérer ces données via des requêtes, des queries, et va pouvoir les afficher, quoi. Il y a un truc qui est vachement bien pour s'amuser avec Grafana, c'est Play Grafana. C'est plutôt simple, quoi. Vous avez juste à taper ça, quoi. Et là, ici, on va voir Grafana sur Internet et voir ce qu'on peut faire avec. Donc avec, par exemple, des front-end plateformes qu'on on peut afficher des variables. Enfin, c'est vraiment illimité. On peut vraiment faire énormément de choses avec Grafana, quoi. Et là, dans les onglets que tu as, sinon, au niveau ces différentes applications web que tu as créées, sur lesquelles en fait tu te connectes donc avec ton browser standard sur le document web que tu as chargé dans le serveur, quoi. Alors voilà, c'est avec Docker, quoi. J'ai créé mes différents conteneurs. Mosquito, Grafana, InfluDB. Docker, on peut y accéder également avec Visual Studio. Et en fait, il y a vraiment pas grand-chose à avoir, hein. C'est juste un fichier, une sorte de YAML, je ne sais plus comment on dit, quoi, où on va définir les conteneurs et il y a juste à le démarrer. Là,
On peut redémarrer les conteneurs, les modifier, etc., quoi. Et ça c'est exécuté via l'application exécutable, quoi. Très bien. D'autres questions? Et pour faire des acquisitions un peu plus rapides, comment on fait? Il faut tester. Je pense qu'on doit dépendre fortement de la machine. Je ne sais pas, quoi. Je sais pas si avec une machine rapide, on doit pouvoir descendre assez bas. Après, dans le scope du monitoring, généralement, on peut très bien envisager d'avoir que quelques points par seconde. Enfin, voilà. C'est sûr, l'application RF, il ne faut pas passer à 100 mégas. C'est pas le but d'une application web, ou alors il y a un client lourd qui fait de l'ultra acquisition bas niveau, qui via une API service va publier à la demande des informations qui seront affichées sur un graphique. Mais le flux d'échange sur une application web n'a pas vocation à faire des acquisitions ultra rapides. C'est un peu contradictoire. C'est comme rouler à 300 km/h avec une Twingo. Faut pas essayer, quoi. Ce qu'il faut se dire aussi, qu'est-ce que ça va servir pour l'utilisateur final? L'intérêt d'avoir une application web, c'est d'avoir la possibilité de la consulter, que ce soit en local ou en cloud. Voilà. Et il vaut mieux traiter l'information en amont pour avoir la bonne information en aval pour l'utilisateur final. Ok, il reste 1 minute si certains ont des questions ou s'il y a des questions que j'aurais ratées. Alors certains ont réagi sur les Docker, il y a eu pas mal de conversations sur les Docker. Espérons qu'UNI créera un Docker pour LabVIEW. Eh ben, justement, il y avait quelqu'un qui avait travaillé un petit peu sur un Docker LabVIEW. D'ailleurs, il y a Olivier qui avait participé. Je l'ai vu dans les commentaires du site, quoi. Le Docker, quand même, le principe, ça reste d'avoir une image avec une faible empreinte, quoi. Donc, généralement, on est plutôt sur Linux, quoi. Mais effectivement, si on a la view encapsulée dans un Docker, ça peut être intéressant. Reste après le problème de licence, tout ça que doit résoudre NI derrière, quoi. Très bien. Et ben, tu as encore des remerciements pour ta très bonne présentation, Emmanuel. Eh ben, c'est gentil. Merci de m'avoir accompagné dans cette présentation. Écoute, j'ai beaucoup travaillé et merci pour des remerciements. Bon, écoute, ça va être l'heure de laisser la parole à Olivier. Et puis, évidemment, pour faire le lien, quoi, mon application que j'ai faite avec Olivier, il y a ASCII-Doc dessus, quoi, avec Antidoc et c'est top, quoi, pour la documentation. Très bien. Et j'avais noté également puisque tu parlais et j'ai perdu des MQTT là, que Fabiola nous disait que dans un livre qui est très bien fait sur LabVIEW Graphical Programming en 5e édition. Ouais, mais c'est un livre que tous les développeurs LabVIEW ont, nous le savons tous, et nous l'avons tous ici. Avec le mais bah c'est gentil. On se fait tous de la pub, c'est merveilleux. Et c'était inscrit que est inclus un exemple MQTT avec le DQMH et ça peut être utile. Et je pense que tous ceux on est tous convaincus que notamment tout ce qui est autour du DQMH est très très bien. Donc voilà, la boucle est bouclée. Et ben merci Emmanuel. On va